Alors, nous allons passer au dernier panel. L'an dernier, son panel s'intitulait « Voir grand, commencer petit, aller vite ». Un an plus tard, il a accepté, malgré un agenda vraiment chargé, de nous faire l'honneur de revenir. Alors, un an plus tard, quelles sont les actions et les résultats de Cévital? Merci d'accueillir Issaad Rabrab. Bienvenue. Bienvenue. Salut. Honorable assistance, mesdames et messieurs, bonjour. C'est un grand bonheur de me retrouver avec vous aujourd'hui. Je m'adresse d'abord à nos jeunes. Je leur dirai, la réussite, elle est à la portée de tout le monde. Donc, elle est à votre portée. Et votre réussite fera la réussite de notre pays. Si vous voulez avoir un beau pays, il faut s'y mettre. Évidemment, les préalables, il y a quelques préalables pour la réussite. D'abord, l'optimisme. Il faut être optimiste. L'année dernière, c'est Toufiq et c'est Marhoum nous ont fait le cadeau de l'optimisme. Aujourd'hui, c'est la réussite. La réussite, en plus de l'optimisme, c'est du travail, bien sûr. C'est la persévérance, bien sûr. C'est l'honnêteté aussi. Si vous voulez réussir d'une manière durable, la première des choses, c'est d'être honnête. Il y a peut-être quelques-uns qui peuvent réussir en trichant. Mais c'est une réussite éphémère. Elle ne durera pas. On le dit, nos anciens disaient, le bien mal acquis ne profite jamais. Donc, d'abord, l'honnêteté. Si je suis aujourd'hui devant vous, c'est grâce à ces Toufiq et à ces Marhoum, de jeunes talentueux, je demanderai à tout le monde d'applaudir. Je m'adresse maintenant aux parents de nos jeunes. Je leur dirai, il faut toujours encourager vos jeunes, encourager vos enfants. Il ne faut jamais, au grand jamais, les diminuer, ni les blâmer en cas d'échec. C'est de l'échec que vient la réussite. On a besoin d'expérience. Vous savez, un bébé, il n'a jamais couru du premier coup. Il marche, il commence à marcher, d'abord à quatre pattes, et puis à marcher. Il tombe, il se relève, il remarche, et après il court. C'est exactement la même chose pour les jeunes entrepreneurs. N'ayez pas peur d'échouer. Le plus important, c'est de continuer, c'est de persévérer. Sur ce, je vais vous raconter, l'année dernière, j'étais devant vous. Aujourd'hui, grâce à nos amis qui m'ont invité, moi je vais vous raconter simplement une petite histoire, très simple. À quel niveau on était l'année dernière et à quel niveau nous sommes arrivés aujourd'hui.
Certains qui étaient là doivent se souvenir que j'avais annoncé l'année dernière qu'on était sur le point encore les résultats. Je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est fait. On avait, quelques mois auparavant, acquis la société Oxo. C'était une petite société de 410 salariés. Nous avons préservé 288 emplois. C'est une activité qui est toujours dans la fabrication de fenêtres double vitrage. On a préservé 288 emplois, mais nous avons créé en Algérie 3000 emplois. Pour la société Brandt, nous avons préservé 1200 emplois en France avec un centre de recherche et développement. Et nous sommes en train de construire une usine qui va créer 7500 emplois en Algérie. Ce n'est pas tout. Que ce soit au niveau d'Oxo, que ce soit au niveau de Brandt, nous avons bénéficié d'un savoir-faire. Nous avons bénéficié d'un réseau de distribution au niveau mondial. Nous avons bénéficié aussi des actifs importants. Vous savez, beaucoup de gens se sont posé la question, comment nous avons pu acquérir ces entreprises? Parce qu'on n'avait sorti absolument pas 1 euro ou 1 dinar d'Algérie pour ces entreprises. Vous savez que les entreprises en difficulté notamment qui sont en redressement judiciaire, étaient en cessation de paiement. Ces entreprises, leurs actifs, à partir du moment qu'elles sont en cessation de paiement, leurs actifs sont proches de zéro. Pourquoi? Parce que elles sont dans le coma. Mais une fois que vous leur donnez vie, leurs actifs sont proches de la valeur du marché. Et on n'a aucun problème à présenter aux banques un business plan avec des actifs qui ont une valeur du marché, que vous avez repris à une valeur proche de zéro pour pouvoir lever des fonds. Je reviens à la société Brandt, qui est un fleuron européen. Brandt, nous avons bénéficié de 1300 brevets, de 4 marques de renom mondial. Mais le plus important, c'est le réseau de distribution au niveau mondial. 90% de nos activités dans l'électroménager en Algérie
de notre future usine seront destinés à l'exportation. Et vous savez que la chose la plus importante de tout ça, en dehors du savoir-faire, c'est surtout la vente et le réseau de distribution. Vous allez me dire, mais comment vous avez fait? Pourquoi d'autres Européens n'ont pas pu le faire? C'est vrai. N'importe qui aurait pu le faire. La seule différence que nous avons, que d'autres n'ont pas, et pourquoi que nous avons réussi notre opération, c'est tout simplement parce que nous avons pris une activité déficitaire en lui donnant une taille mondiale avec nos activités en Algérie. Donc tout ce qui n'était pas compétitif en France, on l'a ramené en Algérie. Tout ce qui était compétitif en France, avec le centre de recherche et développement, nous l'avons gardé en France. Et nous avons constitué globalement un grand groupe de taille mondiale avec une compétitivité au niveau mondial. C'est là, en réalité, le secret. Après Brandt, cette année, enfin plutôt fin de l'année dernière, 2014, on s'est intéressé au deuxième plus grand sidérurgiste italien, la société Lucchini, qui est dans les ACC spéciaux. Lucchini a un savoir-faire dans les ACC spéciaux de près de plus d'un siècle et demi. Elle était en difficulté. On a concouru avec un grand acteur dans la sidérurgie, la société Jindal, qui produit actuellement 15 millions de tonnes d'acier au niveau mondial. Donc vous voyez, on est petit par rapport à Jindal. La seule différence, c'est que nous, on a dit au gouvernement italien, on ne va pas simplement développer la sidérurgie, moderniser l'outil de production, nous allons reprendre la majeure partie des salariés. Alors que Jindal devait reprendre 750 salariés et nous, on s'était engagés à 1860 salariés. Jindal avait offert pratiquement 10 fois de ce que nous avons offert. Pratiquement. Mais nous avons vendu au gouvernement italien de réindustrialiser le site. Non seulement dans le secteur sidérurgique, mais aussi 2 autres projets. Un, dans une plateforme logistique, puisque nous avons hérité aussi du port de Piombino, qui venait d'être refait par le gouvernement italien. Et comme il y a beaucoup d'espace, puisque Lucchini, c'est un peu plus de 500 hectares, nous avons aussi envisagé d'installer 4 à 5 complexes agroalimentaires. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça rapporte
au gouvernement italien, qu'est-ce que ça rapporte à l'Algérie? C'est vrai que quand on va dans un pays, il faut que ça rapporte à tout le monde. Le gouvernement italien va bénéficier de la réindustrialisation du site. Aujourd'hui, nous reprenons 1860 salariés. Demain, on va créer plus de 5000 emplois à travers les autres activités. Sans compter la dynamique économique que ça va créer. Nous avons aussi, le gouvernement italien va bénéficier aussi de faire travailler d'autres sous-traitants. C'est toute une dynamique économique qui va être créée. En plus, c'est d'autres exportations qui vont être faites. Maintenant, qu'est-ce que gagne l'Algérie dans tout ça? L'Algérie gagne des brevets qu'elle n'a jamais rêvé auparavant d'avoir si ce n'était pas la crise européenne. L'Algérie, nous avons l'intention de construire plusieurs usines dans la transformation des aciers spéciaux. Pour la première fois, l'Algérie va produire des roulements, des engrenages, des pièces automobiles, des ressorts pour camions, des ressorts pour voitures, toute la mécanique en quelque sorte. Donc, nous avons accédé à ce savoir-faire. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, dans le cadre de la colocalisation, il y a énormément de choses à faire entre le continent développé et un pays comme l'Algérie, qui est un pays très, très compétitif. Comment? Pourquoi nous avons, au niveau de Brandt, repris les activités qui ont été délocalisées en Chine ou dans les pays de l'Est? Pourquoi nous les ramenons en Algérie? Ce n'est pas parce que simplement je suis algérien, c'est sûr, il y a beaucoup de ça, mais surtout parce que nous sommes plus compétitifs que les Chinois, vu la proximité entre l'Algérie vis-à-vis de l'Europe et l'Europe vis-à-vis de la Chine. Pour vous donner une idée, pourquoi on est plus compétitif? On est compétitif, nous avons fait l'analyse d'abord du marché et l'analyse des coûts. Nous avons constaté que l'heure industrielle en France coûte 30 à 35 euros de l'heure. L'heure industrielle, c'est parce qu'on paye aux salariés. En Italie, c'est 25 euros. En Espagne, c'est 20. En Pologne, c'est 7. En Algérie, c'est 2,5. Donc, c'est pour vous dire que l'Algérie peut être l'atelier de l'Europe. Et j'ai suivi avec attention Yacine et Erzri tout à l'heure qui m'ont précédé en parlant du grand potentiel de l'Algérie. C'est vrai, nous avons un très grand potentiel. Ils n'ont pas exagéré en disant 6% de croissance, elle est à la portée de l'Algérie. Moi, je dirais, on peut faire une croissance à 2 chiffres, au-delà de 6%. On peut rattraper notre retard très rapidement, pour peu qu'on libère les initiatives et qu'on libère le foncier industriel. Et je vous remercie.
Merci, c'est c'est toujours passionnant de vous écouter. Alors, Le plaisir est partagé. merci. Je vais vous poser C'est moi qui quelques vous questions, remercie. moi et l'audience. N'hésitez pas si vous voulez poser des questions. Comment vous, en tant qu'acteur économique, comment vous réagissez à la chute du baril du pétrole actuel? Écoutez, il y a quelques années déjà, quand le pétrole était à 140 euros, voire 150 euros le baril, je me disais, pourvu que nous ne ratons pas le coche, que nous allons essayer, le bon Dieu nous a donné cette richesse et que nous allons l'utiliser à bon escient pour le développement de notre pays. C'est sûr qu'aujourd'hui, il va y avoir des projets qui vont être éliminés ou être retardés. C'est sûr, d'après la presse, d'après certains décideurs, nous risquons de retourner aux licences d'importation pour certains produits, chose qui n'est pas facile aujourd'hui. Est-ce que c'est faisable ou pas? Je ne sais pas. C'est sûr, moi je me souviens de la cessation de paiement de notre pays, où l'Algérie, dans les années 90, fin 80 et 90, on était arrivé au point où on n'avait pas de quoi acheter 2 bateaux de blé. Je ne souhaite pas que nous en arriverons à ce niveau-là aujourd'hui. Ce n'est pas encore trop tard de se ressaisir. On a encore quelques réserves pour quelques années. Mais vous savez, c'est facile à tout dépenser rapidement. Mais est-ce que vous voyez des signes de diversification? Quelles industries on devrait privilégier au-delà de celles que vous maîtrisez, que vous connaissez bien? Je vais vous dire une chose. Tout est à faire en Algérie. On n'a pas besoin de chercher qu'est-ce qu'on doit faire. Nous sommes dans une situation où tout est à faire. Il est certain que ce que je conseille à mes confrères industriels ou entrepreneurs, avant de faire un projet, il faut qu'ils étudient le marché. Il y a des activités où il y a une saturation en Algérie. Ce n'est pas la peine de s'y mettre dans des activités qui exportent déjà où il y a des excédents. Il y a tellement à faire dans différentes activités où il y a de la place pour tout le monde. Très bien. Je vous donnerai par exemple un petit exemple. Tout à l'heure, j'ai observé qu'il y a quelqu'un qui a posé, je crois que c'était vous-même qui avez observé, qui avait posé la question pour le 51-49% pour les étrangers. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement encore, il y a ce cas-là même pour des nationaux? Pour investir aujourd'hui dans la pétrochimie, on vous dit non, le privé ne doit avoir que 49%. 51% doivent revenir à l'État. Il faut qu'on arrive à libérer les initiatives. On ne doit pas faire de différence entre une entreprise privée et une entreprise publique. Il y a des entreprises privées aujourd'hui qui contribuent au budget de l'État 10 fois plus que certaines entreprises publiques. Je me rappelle de la citation de Deng Xiaoping, réformateur chinois, qui disait « Peu importe la couleur d'un chat, pourvu qu'il attrape une souris. » Que ce soit une entreprise privée ou une entreprise publique, pourvu qu'elle crée des emplois et de la richesse. Le pays a besoin de tout le monde.
Je pense que, et nous espérons que les choses vont évoluer dans le bon sens. Je suis très optimiste. Inch'Allah. On va prendre quelques questions du public, si vous voulez bien. Monsieur. Alors, il nous faut un micro juste au 3e rang. Ah, ça va être complet. Peut-on... Excusez-moi, monsieur. oui. Que cette formule à Très bien. 51-49. 51-49, est-ce oui. que c'est une formule? Ma deuxième question, c'est par rapport à la fiscalité, monsieur. Aujourd'hui, avec le système fiscal, aujourd'hui, c'est une continuité de la première. Donc, peut-on, en quelque sorte, avoir des agents économiques efficaces qui vont un petit peu vont être la locomotive vers un développement futur. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Bien, la réussite ne dépend pas du 49 ou 51% en réalité. C'est sûr que ça pourrait apporter un plus à libérer davantage. L'histoire des 49-51, je l'ai dit, ça ne concerne pas malheureusement uniquement que les étrangers. Ça concerne même les nationaux. Nous avons un projet dans la pétrochimie qui pourrait créer 3000 PME, PMI, qui est bloqué actuellement. Ce n'est pas tant de donner à l'État 51, ce n'est pas ça le problème. Mais si je suis associé avec des lourdeurs administratives à une société nationale, il est évident qu'on ne court pas de la même manière. Et puis d'autant plus, en tant que citoyen, je n'ai pas de bénéfices ou de dividendes à réexpatrier. À la limite, pour le 51-49, l'État, à un certain moment, l'avait instauré en nous disant que, parce que nous risquons de ne plus avoir assez de pétrole, il va y avoir des sociétés étrangères qui vont rapatrier davantage, et à ce moment-là, on n'aura pas de devise pour pouvoir développer notre pays. Mais les devises, en réalité, elles peuvent être créées même par des étrangers ou par des nationaux. Aujourd'hui, je milite pour la libre entreprise. La fiscalité. C'est sûr que ce que je regrette, qu'on n'associe pas les opérateurs économiques quand il y a une loi de finances. Avant, au moment des projets de loi de finances, ça ne coûte rien à l'État d'associer des opérateurs économiques et leur demander leur avis, et puis l'État, il fait ce qu'il veut. Comme par exemple dernièrement, au niveau des impôts sur les bénéfices. Ils ont augmenté les impôts pour les producteurs, ils les ont diminués pour les importateurs. Ça a paru à tout le monde. C'est quelque chose d'aberrant. J'espère qu'il va y avoir une rectification. On espère aussi. En la matière. On espère aussi. Je vais prendre une dernière question. Madame? Oui, j'ai le micro en fait. Hein. Ah oui, mais je voulais que madame parle quand même. Un peu. Les femmes d'abord, les femmes d'abord. Et ensuite vous alors, bien sûr. La politesse ensuite. Merci.
J'aurais voulu vous demander, Monsieur Rabrab, que faites-vous dans le domaine de la formation dans votre groupe déjà? Et est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire que peut-être le grand problème de nos jeunes diplômés aujourd'hui, effectivement, est cette formation, ces stages qui ne sont pas rémunérés suffisamment, alors que la vie est assez difficile. Merci. Merci. Merci beaucoup, madame. C'est une excellente question. La vraie richesse d'un pays, d'une entreprise, d'une famille, c'est d'abord le savoir. C'est vrai, le groupe Cévital, on était confronté, et nous sommes toujours confrontés, à trouver d'excellents talents. À un certain moment, on a été les chercher à l'international. J'ai été moi-même aux États-Unis, différentes villes, j'étais en Europe, j'étais un peu partout pour en chercher. Ce n'est pas facile pour des étrangers qui ont bien réussi et des compétences, des grands talents, à les ramener dans notre pays. À part, bien sûr, nos compatriotes, qui sont très volontaires. Donc, nous avons décidé, puisque nous considérons que le frein aujourd'hui pour notre développement, c'est les talents. Nous avons décidé de créer notre propre université corporate pour former des talents. Nous avons constaté sur le terrain, quand un jeune Algérien il est bien formé, bien encadré, payé correctement, respecté, il fait des merveilles. Il n'a rien à envier aux meilleurs talents au niveau mondial. Allez, le jeune homme pour la dernière question. Alors, la question que je voudrais vous poser, c'est aussi la question que j'avais voulu poser à vos collègues, enfin vos confrères de la banque, les banquiers qui étaient là tout à l'heure. C'est, vous avez raison d'être optimiste et je vous remercie de partager votre optimisme avec nous et vous êtes un modèle pour tous les Algériens. Ce que je voudrais savoir, c'est en l'état actuel des choses, avec toutes les tendances actuelles, économiques, sociologiques, politiques, comment vous pensez que l'Algérie va évoluer? C'est-à-dire, on sait qu'on peut, on sait que le potentiel est là, mais en l'état actuel des choses, si on ne change rien, comment vous voyez l'Algérie à moyen terme et à long terme? Il y a le professeur Lamiri qui vient de sortir un livre Dernière décennie. en disant que nous sommes... Décennie de la dernière chance. Oui, c'est la décennie de la dernière chance. J'espère que nous allons prendre le bon chemin. Inch'Allah. Mais je vous dirai, ça dépendra de tous les Algériens. Il faut se battre pour changer les choses. Et je suis confiant que nous arriverons. Allez, merci Monsieur Rabrab. Le groupe Cévital, le chiffre d'affaires du groupe Cévital, juste pour donner deux chiffres. Et combien d'employés aussi? Alors, l'année dernière, on avait 12 000 collaborateurs. Pas l'année dernière, non, l'année fin 2013, début 2014. 12 000 collaborateurs. On est passé à 15 000 collaborateurs et maintenant 17 000 collaborateurs. On avait 3,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2013, 4 milliards fin 2014 et nous espérons atteindre les 5 milliards cette année. Bravo. Alors j'ai une toute dernière question. L'année dernière, alors on a eu un peu le temps de repartir un peu de votre parcours. On sait que vous avez construit de rien. Et là, que ces chiffres-là montrent à quel point votre réussite est belle et formidable et inspirante. Est-ce que vous pensez un peu à la retraite de temps en temps? Très bonne question. Écoutez,
à un certain moment, je me suis dit, bon, quand je vais atteindre 70 ans, je vais prendre ma retraite. Après, j'ai dit, peut-être 75. Mais maintenant, je viens de découvrir, en Italie notamment, des sidérurgistes qui ont 87 ans et qui continuent encore à travailler. Ça vous a inspiré, donc. Et allez, vraiment la toute dernière. Et je vous dirais même, le travail est un besoin pour un être humain. C'est vrai. J'ai vu une vidéo hier soir, et je vais vraiment terminer là-dessus. J'ai vu une vidéo hier soir par hasard de Bill Gates, qui a pris sa retraite et qui a créé une espèce d'élan, de nouvelle industrie, l'industrie de la philanthropie. Est-ce que c'est quelque chose qui vous traverse, par exemple, l'esprit? Est-ce que vous y pensez après avoir réussi dans la sidérurgie pleinement? De toute façon, il est certain que j'ai besoin d'occupation. Bravo, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. On va inviter tout le monde à aller déjeuner. Bon appétit. Les repas sont offerts par notre partenaire Huawei. Et à tout à l'heure pour une après-midi riche.